Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AirPod, le podcast de la Société française d'anesthésie et réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie et réanimation pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Pierre-François Périgaud de Montpellier qui a accepté de nous parler de cette thématique, à savoir l'actualité sur la loi de fin de vie. Bonjour Pierre-François, merci d'être avec nous. Bonjour. Donc tu as pu présenter au congrès de la SFAR des données et des éléments de discussion sur la nouvelle loi de fin de vie qui est en cours. Est-ce que tu pourrais nous préciser pourquoi est-ce qu'il a fallu une loi sur la fin de vie? Alors peut-être juste avant de parler du pourquoi, peut-être juste une définition de ce qu'on entend par l'aide active à mourir, puisqu'il y a vraiment deux modalités différentes qui existent aujourd'hui dans les pays qui ont légiféré. Il y a la modalité d'euthanasie, qui est donc un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d'une personne, et c'est un acte qui est pratiqué toujours par un médecin. Et puis vous avez des modalités de type suicide assisté, où là le médecin va prescrire la substance létale et le patient se l'administre lui-même. C'est ce qui se fait, c'est ce qui a été proposé initialement dans le projet de loi, c'est l'avis des différentes comités consultatifs nationaux d'éthique, Académie de médecine et Conseil national de l'ordre. Donc le contexte, en fait, eh bien, tout a commencé le 13 septembre 2022 quand le président de la République a annoncé qu'il souhaitait que la question de la fin de vie soit débattue de manière approfondie par la nation. Et c'est le même jour est donc paru l'avis 139 du Comité consultatif national d'éthique avec ses recommandations qui dit que le CCNE existe une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir, mais sous certaines conditions strictes avec lesquelles il apparaît inacceptable de transiger. Et ce CCNE a partagé son avis en deux grands chapitres de taille inégale d'ailleurs. Un premier gros chapitre sur la nécessité de renforcer les soins palliatifs en France et un deuxième chapitre définissant les repères éthiques en cas de dépénalisation de l'aide active à mourir. Et le CCNE est assez précis dans sa proposition, c'est-à-dire qu'il dit que si on doit légiférer sur une aide active à mourir, ça doit se faire sous le mode d'une assistance au suicide aux personnes majeures atteintes de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances physiques ou psychiques réfractaires, dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Et c'est très important ce moyen terme, puisque c'est exactement la même définition que nous avons aujourd'hui pour la sédation profonde et continue dans la loi Claes-Leonetti. Le seul mot qui change, c'est on passe de court terme dans la loi Claes-Leonetti à moyen terme dans le projet de loi. Et bien sûr, le CCNE proposait une clause de conscience pour les professionnels de santé. Le deuxième temps important dans ce processus, ça a été la Convention citoyenne, qui s'est déroulée sur plusieurs mois, 9 week-ends de travail, 185 participants tirés au sort, avec une question qui était posée à cette Convention citoyenne: est-ce que le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées, ou est-ce qu'il devrait y avoir des changements? Et la Convention citoyenne a donc conclu le 2 avril dans son rapport que le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie n'est pas adapté aux différentes situations rencontrées et que l'accès à l'aide active à mourir doit être ouvert. Et là aussi, la Convention citoyenne s'est prononcée à 97% pour améliorer l'accompagnement dans les soins palliatifs et à 75% pour l'accès d'une ouverture à l'aide active à mourir. Donc 75% avec deux courants partagés, une partie pour l'euthanasie ou le suicide assisté et une partie à peu près équilibrée sur que le suicide assisté. Pourquoi c'est important d'avoir, que ce soit le CCNE ou que ce soit la Convention citoyenne, insister sur l'offre de soins, renforcement de l'offre de soins palliatifs en France? Eh bien parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a 20 départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs, qu'il y a à peu près 200 000 patients qui décèdent chaque année sans pouvoir bénéficier de soins palliatifs alors qu'ils le devraient. Donc on a un vrai enjeu. Et puis ensuite, parallèlement à ces deux grands temps qui étaient la Convention citoyenne et le CCNE, il y a eu des travaux et des concertations avec le gouvernement, le Parlement, des avis de l'Académie de médecine et du Conseil national de l'ordre, et puis partout en France, des débats, pour arriver finalement à un projet de loi en Conseil des ministres en avril 2024,
Alors c'est assez compliqué le processus législatif puisque ce projet de loi a été présenté d'abord à une commission spéciale de l'Assemblée nationale qui a fait des modifications à ce projet de loi et ensuite ce nouveau projet de loi amendé a été examiné en première lecture à l'Assemblée nationale en mai 2024 et puis comme vous le savez tous, eh bien, le 9 juillet il y a eu la dissolution, le 9 juin pardon, il y a eu la dissolution de l'Assemblée et tout a été arrêté en termes de projet de loi pour l'instant. Merci, merci, c'est très clair. Donc deux lois différentes, hein, cette nouvelle loi et la loi Claes-Leonetti, hein, qui sont sur des cadres et qui ont des objectifs différents. Et donc une loi qui pour l'instant n'est pas encore finalement votée, qui n'est pas encore validée. Tout à fait. Donc on est en attente des nouveautés de la vie politique. Est-ce que finalement dans ce débat, dans cette construction de loi, est-ce que la SFAR a pris part à ce débat? Ah oui, alors la SFAR a pris une grande importance dans ce débat via essentiellement son comité d'éthique dont j'étais le président à l'époque et le conseil d'administration, puisque nous avons été auditionnés par la Convention citoyenne. Nous avons fait partie du groupe de travail des parties prenantes au ministère qui comprenait des parlementaires et des professionnels de santé. Donc on s'est réunis 14 fois au ministère de la Santé sous l'égide d'Agnès Firmin-Lebaudot, la ministre déléguée. On a été auditionné 2 fois à l'Assemblée nationale, une première fois par la commission chargée d'évaluer la loi Claes-Leonetti et une deuxième fois par la commission spéciale que j'évoquais tout à l'heure sur le nouveau projet de loi. On a été auditionné par le Conseil national de l'ordre des médecins. On a été auditionné par Catherine Vautrin quand elle a été nommée ministre. Et on a même été aussi auditionné par les conseillers d'Emmanuel Macron à l'Élysée sur un sujet très particulier sur lequel je reviendrai. On a eu aussi j'ai eu l'occasion de me déplacer en Belgique avec la ministre pour rencontrer les acteurs qui effectivement pratiquent et avec les critiques aussi qu'ils apportaient à leur pratique. Et puis on devait participer, il y a eu une première réunion et puis ça s'est arrêté à cause de la dissolution de l'Assemblée sur la définition du pronostic vital engagé à moyen terme. Comment définir, qui était un groupe de travail de la Haute Autorité de Santé. Donc une implication assez importante de la SFAR dans tout ce processus qui a duré quasiment 2 ans. Très bien, merci. Donc, tu as vraiment été au cœur du réacteur finalement de l'élaboration de cette loi avec le comité éthique, hein, et donc la SFAR. Et est-ce que donc finalement dans les coulisses de ce projet, est-ce que tu pourrais nous donner les gros points clés de l'élaboration de ce projet de loi? Alors tout à fait. Donc le projet de loi il est bâti sur 2 grands chapitres là aussi. Renforcer un premier chapitre qui était le renforcement des soins d'accompagnement. En fait, ils ont renommé les soins palliatifs en soins d'accompagnement et droits des malades. Et puis un deuxième titre qui nous intéresse plus particulièrement, c'est celui sur l'aide à mourir. Donc quand on regarde les conditions d'éligibilité pour pouvoir accéder à cette aide à mourir, eh bien il fallait être majeur, être de nationalité française, être en capacité de manifester sa volonté de façon libre et éclairée jusqu'à la fin, être atteint d'une affection grave et incurable engageant son pronostic vital. Et là, les différentes phases de commission spéciale début de l'Assemblée avaient modifié à court à moyen terme en une phase avancée ou terminale. Puisque cet article-là, c'est le seul qui a été voté avant que ça soit dissolu, mais de toute façon, ce vote ne tient pas. Hein. Et puis, le dernier élément, il fallait présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d'arrêter d'en recevoir. Donc la procédure, c'est le patient fait la demande à un médecin, le médecin recueille l'avis d'un deuxième médecin qui doit au moins être spécialiste, un des deux, de la pathologie du patient, et puis l'avis d'un auxiliaire médical ou d'un aide-soignant. Et au vu de ces avis, le médecin décide dans un délai qui ne doit pas excéder 15 jours si la personne remplit ou non les conditions d'accès à l'aide à mourir. Et le patient a, une fois cet avis donné, encore un délai de 48 heures minimal de rétractation, on va dire. Juste en termes de commentaires, on voit que c'est 48 heures d'un délai de rétractation pour avoir accès à l'aide à mourir. C'est 14 jours quand on signe un prêt bancaire. Donc là aussi, on peut s'interroger sur le bien fondé de ce délai. Dans la procédure, il y a la présence d'un médecin ou d'une infirmière qui est obligatoire au moment de l'administration. Et là où les choses ont évolué et on était un peu au milieu du gué, c'était sur la modalité, puisque
Logiquement, l'administration de la substance létale devait être effectuée par la personne elle-même, donc modalité suicide assisté. Mais il y a eu des modifications par la commission spéciale qui laissait entendre que si le patient a désigné une personne majeure qui a accepté cette responsabilité, l'administration peut être effectuée par cette personne sous le contrôle du professionnel de santé. Donc là, on a introduit une nouvelle modalité qui pourrait être que non seulement on n'est plus sur du suicide assisté, mais on serait sur de l'euthanasie, et en plus sur l'euthanasie réalisée par un proche, ce que d'ailleurs aucun pays ayant légiféré sur l'euthanasie n'aurait fait. Et puis deux derniers points, une notion de délit d'entrave à l'aide à mourir, qui pourrait être puni d'1 an d'emprisonnement et des 15 000 euros d'amende. Et puis une clause de conscience, mais le médecin, quand il fait valoir sa clause de conscience, doit pouvoir réorienter le patient vers un confrère susceptible d'y participer. Dernier point qui est important, c'est un concept qui a été évoqué aussi dans la loi, c'est celui de l'exception d'euthanasie. C'est-à-dire qu'à partir le texte proposait qu'à partir du moment où on était sur un mode suicide assisté, il pourrait y avoir une euthanasie d'exception pour les patients incapables physiquement de s'administrer eux-mêmes le produit. Ça, c'est une exception complètement française, puisque les pays qui ont légiféré sur le suicide assisté n'ont pas cette modalité. Alors nous, on s'est positionné en disant que ça n'a pas de sens. On a écrit une note à l'Élysée dans ce sens, avec des spécialistes de la SLA, par exemple, et une psychologue. On a rencontré les conseillers d'Emmanuel Macron à ce sujet, et on en a fait une lettre dans le Lancet, en fait, pour expliquer que cette situation n'existe pas, puisqu'on a la loi Claeys-Leonetti. En fait, la problématique pour nous en France, c'est de pouvoir déglutir. Un patient paralysé, soit il peut déglutir, et à ce moment-là, il peut prendre le produit, soit il ne peut pas déglutir, ça veut dire qu'il est alimenté par sonde, et donc il rentre dans le cadre de la loi Claeys-Leonetti. Donc cette situation d'euthanasie d'exception, en fait, c'est une théorie, mais ça n'a pas lieu d'être mise en application. Très bien, merci. Merci pour tous ces points. Finalement, comme dans toute nouvelle loi, il y a un temps d'appropriation. Et donc, est-ce que finalement, il y aurait des points de vigilance particuliers, de questionnement et peut-être des zones grises ou des zones d'ombre qui seraient importants de souligner et sur lesquelles alerter finalement les praticiens? Oui, nous on s'est positionné d'emblée en disant qu'on n'était pas opposé à une évolution vers une loi et une modalité d'aide à mourir de type suicide assisté, hein, pour quelques situations complexes, même si on a bien conscience qu'on ne mesure pas toutes les conséquences, notamment chez les patients les plus vulnérables de cette évolution de la loi. Parce qu'en fait, la question des gens qui vont mourir, ça c'est une question qui est médicale, et là on va parler des gens qui veulent mourir, et là c'est une question en fait sociétale. Et donc c'est un vrai débat entre l'éthique de l'autonomie, le je, c'est mon choix, qui peut s'opposer à une éthique de la vulnérabilité. Nous protégeons les plus vulnérables, peut-être vers une médecine un peu trop paternaliste aussi, donc il faut peser. L'autre élément, c'est qu'au quotidien, nous, en tant que réanimateurs, on est plutôt confrontés dans notre expérience professionnelle à des proches qui refusent l'arrêt des traitements, donc au titre de l'obstination raisonnable, que des gens qui sont favorables à ce qu'on accélère les traitements. Donc en fait, on a l'impression que nous, en tout cas, notre quotidien, on n'est pas sur des gens qui veulent aller vers ça. Clairement, l'euthanasie ou le suicide assisté ne doivent pas être une réponse à un manque de soins palliatifs. Ça, c'est très clair. Il y a cette distinction entre le désir de mort et celui de ne plus souffrir. Parce que dans le désir de mort, il y a souvent le désir simplement de ne plus souffrir. Donc il ne faut pas confondre ces deux désirs et finalement soulager la souffrance en éliminant le souffrant. C'est un risque. Une autre chose qui nous interpelle aussi, c'est la réversibilité de la décision. On voit que dans le modèle, par exemple, oregonais, il y a à peu près 60% des patients qui vont faire l'acte, mais il y a 40% des patients qui ont eu l'ordonnance, qui finalement n'ont jamais pris le traitement. Donc cette notion de réversibilité de la décision, nous on la connaît bien en réanimation, par exemple chez les patients tétraplégiques, hein, ventilés au début. On a un certain nombre qui disent qu'ils ne pourront pas vivre dans cette situation, qu'ils veulent mourir. Et puis on voit qu'au fil du temps, quand ils ont fait le deuil de leur pathologie, ben ce désir disparaît. C'est exceptionnel, il peut perdurer chez certaines personnes, mais c'est exceptionnel. Donc c'est important de pouvoir prendre en compte cette réversibilité de la décision. C'est pour ça que le délai tel qu'il nous est proposé là nous semble vraiment extrêmement court, laissant peu de place à une réversibilité
de la décision. Et puis, deux derniers points. Il y a le risque de stigmatiser certains patients en situation de handicap, ce qu'on appelle les pressions normatives, c'est-à-dire que la société leur renvoie une idée de ce que doit être une personne dans la société, et eux ne rentrent pas dans ce cadre, et donc leur indiquer le chemin de la sortie quelque part. C'est là le problème de la vulnérabilité. Et puis, la question de est-ce qu'on veut une loi pour quelques situations éthiquement difficiles, ce qui était quand même l'idée au départ, ou une modalité banale de décès, ce qui est le cas aujourd'hui dans certains pays. Si on prend par exemple les Pays-Bas, aujourd'hui, 5,3% des décès font suite à une euthanasie. Si on ramène ça au chiffre français, ça ferait 35 000 euthanasies par an en France. On n'est plus sur quelques situations éthiquement difficiles. Merci, donc, pour tous ces points. Et alors finalement, donc, on voit bien que le cadre, il est relativement large en termes de temporalité. Et donc nous, en tant qu'anesthésistes réanimateurs, qui sommes finalement sur des périodes de soins plus critiques, souvent plus courtes, en quoi est-ce que cette loi et ces points pourraient nous concerner? Alors, à prime abord, on pourrait se dire, finalement, nous, on va être assez peu concernés. On a une loi Claes-Leonetti aujourd'hui qui répond à la quasi-totalité de nos besoins. C'est ce qu'on a d'ailleurs dit à l'Assemblée nationale quand on a été auditionné sur ce sujet. Mais en fait, il y a quand même quelques situations où on pourrait se poser les questions. La première, c'est la prise en charge des suicidants. À partir du moment où apparaîtrait un délit d'entrave à l'aide à mourir et que nous, on réanime des patients qui se suicident, je rappelle qu'il y a 200 000 tentatives de suicide par an, 10 000 décès, 13% de ces tentatives de suicide vont en réanimation, donc c'est une quantité non négligeable. Donc, quid, une fois qu'une loi passerait avec un délit d'entrave à l'aide à mourir, la prise en charge de ces patients. La deuxième, c'est que les professionnels des soins palliatifs se sont clairement positionnés en opposition à une évolution de la loi, ce qui veut dire que dans nos structures hospitalières, qu'elles soient publiques ou privées, quand des patients vont faire ces demandes et que les professionnels, que ce soit les gériatres, les oncologues qui se sont positionnés contre une évolution de la loi, les soins palliatifs, on va se retourner vers qui? Les spécialistes de la sédation, c'est les anesthésistes réanimateurs. Donc on risque d'être concernés à ce titre-là. L'autre chose enfin, c'est certains pays qui ont légiféré notamment sur l'euthanasie ont fait des protocoles de Maastricht 3 après euthanasie. Et donc là, évidemment, on pourrait tout à fait être concerné. Eh bien, merci Pierre-François pour ce point très précis sur donc ce projet de loi dont on va suivre les actualités à la rentrée politique avec attention. Donc, vous étiez avec le comité de réanimation pour AirPod, donc le podcast de l'ASFA. Vous pouvez le retrouver sur la plupart des plateformes audio. Je vous remercie. Merci.